Comme on vous le disait, je m'appelle Thibaut Desprez, je suis doctorant à l'Université de Bordeaux, oui, mais dans l'équipe Flowers de l'INRI à Bordeaux. Et si tout va bien, je serai bientôt docteur, puisque je soutiens le 5 décembre. L'objectif de cette présentation était donc d'avoir un peu d'ensemble sur l'ensemble de mes travaux de recherche. Donc on va commencer par parler un petit peu du contexte, de la co-conception et bien sûr de la partie évaluation. Donc ma thèse elle s'articule autour de différents projets, donc bien sûr le projet Persévérant, mais aussi le projet Poppy, qui est instancié dans le laboratoire Flowers, et bien sûr un grand nombre d'établissements scolaires directement partenaires, en l'occurrence 25 pour notre projet. Donc ma thèse, conception et évaluation de kits robotiques pédagogiques, s'inscrit parfaitement dans cet écosystème, qui est donc en particulier le projet Poppy Éducation, qui a pour vocation à créer des dispositifs open source et entre autres des ressources pédagogiques pour l'enseignement des sciences du numérique. Alors c'est une vaste communauté en fait qui dépasse l'aspect éducatif, puisqu'on a aussi des artistes, des makers et un certain nombre de personnes qui gravitent autour de ce projet. La particularité peut-être de ce projet, c'est que la première instantiation est venue d'enseignants qui sont venus vers le projet. C'est pas nous qui sommes allés dans un premier temps vers les enseignants. Il y a eu une demande, de la création de kits robotiques pédagogiques. Donc qu'est-ce que nous on entend par kit robotique pédagogique? C'est à la fois des ressources matérielles, donc hardware, software et tout le reste, et des ressources donc pédagogiques et aussi des ressources de formation pour pouvoir permettre à l'enseignant de maîtriser ces technologies. L'enseignant reflète donc l'utilisateur cible direct et l'élève l'utilisateur final indirect, puisque effectivement c'est l'enseignant qui va être le vecteur des différentes ressources que l'on développe. Pour la partie conception, donc on est sur une méthodologie de co-création, comme on l'a beaucoup vu dans les différents projets IFRAN. Donc on est avec une trentaine d'enseignants partenaires sur des classes de lycée. Bien sûr, il n'y a pas que cette dimension-là, on a aussi beaucoup travaillé avec d'autres organismes comme la GAN, le Fab Lab et ce genre de choses. Qu'est-ce que nous avons développé? Voilà un peu le produit final. J'aime bien cette image, pourquoi? Déjà, on a un travail de groupe, on voit qu'il y a plusieurs mains qui s'affairent un petit peu sur le poste de travail. On voit qu'il y a différentes ressources, que ce soit le document, l'ETP, donc que ce soit en format papier, ou l'interface de programmation et le robot. On a différents supports et différentes manipulations qui sont possibles. Et aussi, ce qu'on voit sans le voir, c'est ce que je disais, en fait, c'est l'utilisateur principal, c'est l'enseignant, donc celui qui prend la photo ici. Donc j'aime bien cette image parce qu'elle résume un petit peu l'ensemble des volontés qu'on a derrière ce kit. Sur la partie évaluation, on avait décidé de prendre deux axes. Donc un axe principal est écologique et longitudinal pour étudier les impacts réels, et un axe plus ponctuel, expérimental, pour venir préciser les différents éléments qu'on aurait pu identifier dans le protocole écologique. Donc pour mettre en place ce protocole écologique, on a eu besoin de communiquer un certain nombre d'éléments aux enseignants, notamment tout l'aspect protocole expérimental. Donc on peut voir ici la plaquette qui leur a été diffusée. Alors très concrètement, et sans faire de langue de bois, comme ça on va passer très vite, ça a été un échec. Et pour plein de raisons, mais j'en citerai que trois. La première, ça a été la lenteur des comités d'éthique qui ont ralenti considérablement la mise en place des premières expérimentations. La deuxième chose, ça a été la concomitance de la réforme du bac qui a changé l'approche qu'on avait dans le numérique, qui était essentiellement cantonnée aux filières S, alors que là on a une généralisation dans tout l'univers de la seconde, et même du coup dans la filière S, on a une restructuration des enseignements qui modifie les différentes contraintes et besoins. Donc ça nous a empêché. Ah oui, et donc le
troisième élément, c'est la méconnaissance au niveau du corps enseignant de la rigueur expérimentale, donc de respecter ça, de devoir respecter des temporalités, de devoir respecter des grilles d'analyse, un certain nombre de choses, donc qui m'ont répondu clairement qu'ils avaient autre chose à faire, ce qui est totalement vrai. Donc ce fut un échec. Donc le deuxième axe, qui devait être un axe plutôt secondaire, est devenu plutôt un axe principal. Donc il y a plusieurs protocoles qui ont été créés, 6 expérimentations menées, plusieurs publications, soumissions, expériences pilotes. Pour aller un peu plus dans les détails. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, pour combien de temps en fait 10 minutes. Logiquement, je devrais avoir le temps de pouvoir évoquer un peu chacune de ces expérimentations. Mais avant cela, j'aimerais revenir un petit peu sur le déroulement du projet de manière un peu chronologique. Donc la première phase d'expérimentation était sur l'année scolaire 2016-2017. Il faut savoir que début 2016, on avait commencé un premier travail de discussion avec les enseignants, ces mêmes enseignants qui étaient venus vers nous. Suite à ce travail de brainstorming et de préconception, on a développé donc la première mouture du kit robotique, la partie hardware. Et on a lancé donc un appel à participation pour recueillir d'autres enseignants, d'autres établissements pour pouvoir mener à bien ces phases de conception et évaluation. Donc voilà comment ça s'est réparti globalement sur l'année. Donc une première présentation du projet, puis une formation des enseignants à la plateforme pour en parler, une mise en place de proto-activités autour de l'Ergo Junior, puis le passage dans les classes et les réunions suivies avec les enseignants. Au bout de cette première année, on a réalisé une première phase de test, donc des tests d'utilisabilité, notamment le SUS, l'expérience utilisateur, donc l'attractif, et un autre test plus attrait à l'acceptabilité de la robotique, donc le Robometer 382. Je vais y revenir par la suite. L'année suivante, donc l'année qui était un échec, le protocole était le suivant, donc on avait deux modalités d'activité qu'on souhaitait comparer. Typiquement, ça pouvait être l'utilisation d'une version physique réelle versus l'utilisation d'une version simulée, virtuelle et non tangible, et tout ce que ça peut impliquer derrière. Donc avec différentes phases de test qui venaient tester l'utilisabilité, la motivation et l'acquisition de connaissances. Donc ça n'a pas pu être réalisé. Au niveau expérimental, donc, le protocole global que tout le monde connaît un petit peu, enfin, voilà, c'est du pré-test, post-test avec différents éléments qu'on peut manipuler à l'intérieur. Donc, les robots qu'on a utilisés pour ces expériences, on ne s'est pas cantonné au kit robotique Ergo Junior, on a utilisé d'autres robots puisqu'on est là sur l'utilisation d'une plateforme générique. À noter aussi qu'on a utilisé le Tigno, le petit robot à roues, à des fins de comparaison. J'y reviendrai par la suite aussi. Donc pourquoi le Tigno? Par ailleurs, parce que mon encadrant de recherche, Didier Roy, travaillait déjà beaucoup avec ce robot. Donc c'était l'occasion de réutiliser certaines ressources. Donc les robots copies sont des robots à construire soi-même. C'est pas la vidéo, on va gagner du temps. Ils disposent aussi de modèles simulés, donc soit simulés ou visualisés. On fait la distinction, en fait, c'est au niveau du moteur graphique. Il y en a un qui possède moteur de gravité, pardon. Il y en a un qui possède un moteur de gravité, et donc on peut faire tomber des objets, ce qui peut être intéressant, tandis que l'autre ne fait que visualiser le comportement du robot. Préciser qu'effectivement, dans tous les cas, ça ne reste que des ersatz de la réalité, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de réel. Et d'autre part, on perd, comme je l'ai déjà évoqué juste avant, tous les aspects du tangible qui sont souvent associés à ces technologies du numérique que sont les robots. Mais alors, qu'implique l'utilisation de tels robots? J'en reviens aux différentes expérimentations qui ont été menées. Donc, je vais commencer par vous parler de l'utilisabilité, l'expérience utilisateur et acceptabilité.
Au niveau de l'utilisabilité, je ne vais pas y revenir plus que ça. Généralement, c'est des tests de prototypage pour vérifier que tout va bien. On a des résultats qui sont standards et qui sont comparables à d'autres robots, donc tout va bien, tout est bon. Voilà. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est un questionnaire, je ne sais pas si tout le monde le connaît, donc l'attractif, qui consiste à évaluer des paires d'antonymes. Donc sur un continuum, donc typiquement on peut avoir joli, moche, ou utile, pas utile, ou intéressant, pas intéressant. Donc bien sûr c'est randomisé. Hein. Et l'idée ensuite c'est de pouvoir avoir une approche de la perception un peu hédonique de la plateforme. Donc, comme on ne voit pas très bien là ici les petits points, hop, je les ai grossis un peu ici. Ça marche? Ouais. Donc on peut voir différents résultats sur ce graphique. Ici et ici, on a les résultats donc, de 2018 sur l'année de 2016-2017. Donc c'était la première timeline que je vous montrais. Et juste en dessous, on a un autre point Ergo Junior et un point Chino. Ces deux points-là correspondent en réalité à une autre expérimentation qui a été réalisée, donc une expérimentation ponctuelle sur l'espace d'une journée où un groupe de 32 individus a donc passé la matinée avec le robot Chino et l'après-midi avec le robot Ergo Junior dans le cadre d'une formation de reconversion professionnelle au métier du numérique. Donc, on n'est pas exactement sur des... c'est pas des enseignants, mais on peut considérer que ce sont des individus qui, de base, n'ont pas de connaissances en robotique, de la même manière qu'on peut avoir des enseignants qui ont le même background. Donc on peut faire ce parallèle, en tout cas on s'est autorisé à le faire. Donc c'est des résultats qui sont plutôt corrects. Je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. L'Eurobarométer, là par contre je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. C'est pas un questionnaire scientifique, en réalité c'est un institut de sondage européen qui l'a conçu et développé. Son gros avantage, c'est donc qu'il a été émis dans les 26 pays européens sur des échantillons représentatifs de la population, et qu'on a accès à l'ensemble de ces données qui sont vraiment très précises sur les CSP, l'âge, enfin, on a vraiment tous les détails. Et donc ça nous a permis d'avoir une minute, ça va pas le faire du coup. Voilà, une question typique, est-ce que ces robots correspondent à votre vision de la robotique? Alors on va obtenir ce genre de graphiques qui contiennent énormément d'informations. Donc on peut essayer de les résumer un peu. Je vais juste retenir une information. Là on peut voir que pour le robot domestique, les élèves qui ont pratiqué l'Ergo Junior, des activités avec l'Ergo Junior, ont une incertitude qui est beaucoup plus grande. Donc ça montre qu'il y a un impact de la pratique de ces activités sur l'acceptabilité de la robotique en général. Il y a plein d'autres résultats qui tendent dans ce sens. Je vous invite à lire mon manuscrit de thèse. Et donc la deuxième partie des expérimentations, donc avec les autres robots, je vais être extrêmement bref, je ne pensais pas être si long. Est-ce que j'ai très vite sur la méthode en 25 avec passons. Donc donner un nom à un robot, pourquoi donner un nom à un robot? Parce que tous les kits robotiques donnent un nom à leur robot, et ça a une certaine implication en termes de proximité et d'acceptabilité. Donc qu'est-ce que ça implique? Pour ça on a monté une expérience un petit peu particulière avec le robot humanoïde, sur lequel on lui a fait jouer des petites... on lui a fait mimer des émotions. Tant pis pour ça aussi. Hop, si. Et avec donc une évaluation de l'apport ressenti via le NARS, donc tac, donc ça c'était le protocole. Les résultats, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. D'une part, on a une accommodation, on a une estimation de la peur dans le cas où on fait passer le test, le NARS, après le visionnage des vidéos. Donc ça c'est intéressant, il y a une accommodation qui améliore l'acceptabilité. Et d'autre part, on voit que
Pour le groupe qui a eu le gros copie, on a une peur qui est plus élevée, donc c'est assez intéressant. D'autre part, un autre résultat intéressant, donc c'est juste à côté. On n'est pas en plein écran. On a un biais du fait de faire passer le NARS avant de regarder les vidéos, qu'on peut constater ici. Je peux avoir 2 minutes en plus? 2 petites minutes de rien du tout. Je fais extrêmement rapidement, donc je vais aller directement sur les résultats. Donc là, c'était plutôt la motivation qui nous intéressait. Donc là, c'est les aspects de contrôlabilité. On a développé donc une activité de montage d'un robot, montage qui était soit entièrement linéaire, soit découpé de manière modulaire. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en modulaire, on va beaucoup plus vite à le construire, donc ça paraît évident. Mais plus étonnant, on a une perception du choix qui est moins fort pour les élèves qui ont eu la possibilité de choisir les différents modules. Donc ça, c'est intéressant. Pour faire bref, moi j'interprète de telle sorte que sur une activité linéaire, on est soumis à l'autorité de l'enseignant, chose à laquelle on est habitué. Là, dans le modulaire, on avait souvent dans le groupe d'élèves un élève qui prenait le leadership et qui du coup dispatchait les tâches et qui était donc porteur de l'autorité, pouvant éventuellement expliquer ses résultats. J'avais encore une autre XP à vous présenter qui était sympathique, mais je n'aurai pas le temps, et une expérience pilote qui avait été menée, mais on n'y reviendra pas non plus. Juste la conclusion, ce qu'on a développé, en fait, c'est une plateforme open source qui permet le prototypage rapide d'activités pédagogiques, ou même plus loin, de protocoles de recherche. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui soit modulaire, adaptable et réutilisable. Reproduire à grande échelle, l'intégration des résultats, les omissions, tous les aspects qualitatifs. Dans nos manuscrits de thèse, on va retrouver pas mal d'études de cas et de réflexions autour de tout ce qui gravite autour de ce projet. Voilà, merci de votre attention et désolé de... Le micro circule. Pour l'instant, je vais poser une première question. Désolée de vous presser par le temps, je suis là pour ça et je vous ai tous passé. C'est aussi pour avoir le temps de vous poser des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de données, vous avez énormément de résultats, et du coup, j'ai parfois eu un petit peu de mal à trouver les réponses à certaines de mes questions. Par exemple, vous avez annoncé au début que vous ne vous intéressez pas aux résultats, on va dire en termes d'apprentissage chez l'élève, mais par contre en termes d'engagement et éventuellement d'éviter le décrochage. Et donc j'aimerais que vous me disiez en 2 mots, dans toutes les données que vous avez présentées très vite à la fin, est-ce que vous avez justement des données sur l'engagement? Est-ce que la pratique du robot dans les classes permet d'améliorer l'engagement dans la tâche des élèves? Alors, à l'heure actuelle, il y a un effet un peu lune de miel qui est caractéristique des nouvelles technologies. Dès qu'on insère des nouvelles technologies, on a une motivation qui est réelle. Après, le réel enjeu, c'est de maintenir cette motivation dans le temps. Et toutes les recherches en éducation le montrent, l'acteur principal, c'est l'enseignant. Et comment il va constituer ses ressources pédagogiques. Donc l'idée ici, c'est vraiment de lui fournir un framework qui puisse s'approprier et adapter à sa pratique et à ses élèves. Donc c'est vraiment sur ce levier-là qu'on essaye de jouer sur l'engagement, c'est de manière indirecte par le rôle de l'enseignant en lui offrant des outils qui puissent être adaptés à sa pratique. Ah oui, alors c'est pas forcément le truc sur lequel Thibaut a le plus travaillé, parce qu'on avait plein de parties dans le projet, sur lesquelles on a aussi regardé ces aspects-là avec d'autres robots que le copie. Et effectivement, ce que vient de dire Thibaut et ce qui ressort finalement, c'est que effectivement l'arrivée du robot dans la classe ouvre quelque chose pour l'enseignant, et s'il ne prend pas le train en marche, ça se referme très rapidement. Donc finalement, c'est ça qui se passe. Et il faut être capable de préparer l'enseignant pour qu'il soit capable de profiter de ce moment, de ce bénéfice fort, pour pouvoir avoir des séquences pédagogiques adaptées qui vont lui permettre d'avoir une plus-value. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans la salle? Si on n'a pas, donc merci bien. Je n'hésiterai pas